Seulement, j'ai une déformation professionnelle, je suis juriste et avocat, alors je ne veux pas dépendre trop sur la bonne foi. Et c'est important parce que la réglementation et le droit toute seule, c'est peut-être l'enfer. Mais en même temps, il y a un rôle important pour l'individu parce qu'on ne peut pas avoir seulement... quelqu'un a dit que pour mes amis toutes, pour mes ennemis la droit. Le loi. Une société seulement loi, c'est pas très gai. C'est pas très intéressant. Mais on va réduire le champ où on a dépend seulement sur le foi. Deuxième point, je pense, vous avez broché l'idée de conflit d'intérêts intellectuels. Et j'aime faire une distinction entre ça et l'autre type des conflits d'intérêts que j'ai discuté. J'ai tout un article en train d'écrire et juste pour faire un sommaire, je pense que c'est vraiment quelque chose de différent, tout à fait différent, ou même si ça peut créer de bias, ce n'est pas la même chose et on devrait faire une distinction et pas dire tous les conflits ou toutes les bias sont les mêmes et la société a besoin des structures et pour les conflits d'intérêts finance et de partage de ce qu'on appelle en anglais, qui ne se traduit pas en français, divided loyalties. Par contre, pour les conflits d'intérêts intellectuels qu'on discute en France maintenant en ce moment, là, je ne sais pas si la régulation légale ça aide, parce que souvent on connaît qu'il y a des différences en école des pensées et ça peut être valable. Ce n'est pas que dire que ça peut avoir des effets négatifs, mais j'aimerais distinguer entre ces deux. Merci beaucoup. Est-ce que Dominique, qui avez traduit, non? D'accord. Grégoire, est-ce que tu veux dire quelques mots sur la note que le comité d'éthique avait fait, puis après tout de suite on fait circuler. Bien, merci Marc et Léo, parce que vous nous mettez bien dans l'ambiance avec tous les points de discussion que vous avez soulevés. Juste oui, pour vous donner un éclairage qui, à mon avis, parcourt tout ce que vous avez développé. Au sein de notre comité, on a eu un exemple assez emblématique, je vais dire, des questions que vous posez. À savoir, était-il possible pour une institution publique de recevoir des fonds, en l'occurrence de la Française des Jeux, qui est en France, pour Marc, l'organisme qui collecte le plus d'argent et qui a un budget supérieur à celui de la sécurité sociale, paraît-il, m'a-t-on dit, mais je n'ai pas vérifié, et qui est voilà, la congruence des jeux de hasard. Voilà. Bon, donc c'est cette grosse machine française qui collecte tout ce qui se vend dans les bureaux de tabac chez nous. Et la question était-il possible de recevoir ces fonds au sein d'un institut de santé publique lié à l'INSERM pour financer des recherches sur l'addiction? Voilà, au jeu. Voilà. Sachant que cet institut, par ailleurs, fait d'admirables travaux sur l'addiction en général, sur des produits plus communément admis en santé publique. Et donc, la question qui nous était posée, finalement, c'est vous, comité d'éthique, quel serait votre point de vue ou vos orientations? Et donc, effectivement, on a balancé entre les différents modèles que vous évoquiez, celui de l'interdit catégorique, de dire, mais finalement, oui, on voit bien où est la notion du lien qui devient conflit assez directement, et toutes les pressions que vous avez pu évoquer des financeurs vis-à-vis de la recherche, jusque le pendant extérieur qui consiste à dire que, vu l'état du financement de la puissance publique en France sur la recherche, si on se coupe des financements privés, eh bien, on se prive de ressources pour les chercheurs eux-mêmes. Donc, pour arriver, je vous avoue que le comité d'ailleurs était partagé dans ses membres entre ces différentes hypothèses, à une approche, et je m'en excuse pour Léo, mais c'est un peu le côté aussi déontologue de l'affaire, de dire, mais finalement, est-ce qu'on pose des régulations et quels sont les niveaux de régulation? Donc, on a pris, il y en a un des choses qu'on pourrait trouver dans les ouvrages de Marc. On a peut-être été assez stéréotypé en disant, voilà, à chacune des étapes que vous avez évoquées, il faut mettre des verrous et des remparts. Et notre position a plutôt été de dire acceptons ces financements moyennant le respect d'un certain nombre de verrous. Il n'empêche que vous avez bien posé la question, et moi elle me tient à cœur cette question dans notre pays, c'est qu'à force de poser des verrous théoriques au travers d'avis de comités ou de lois diverses et variées, on ne se pose jamais la question de l'application ou de l'applicabilité de ces différents verrous.
enfin quand on se la pose jamais, on se la pose nous ici là, mais dans les instances publiques on se la pose peu. Et pour généraliser un petit peu le débat et vous donner un exemple très concret de la question de la transparence en France, depuis la loi Bertrand, qui est une loi qui est censée réguler les rapports entre professionnels de santé et industriels, on a créé une grande base transparence où l'ensemble des professionnels et industriels doivent déclarer leurs liens. Le problème, c'est que cette base, à ce jour, elle ne donne à aucune analyse de la part de la puissance publique. Et tous les ans, on pourrait s'attendre à un beau rapport de la puissance publique nous disant où sont, vous voyez, ces éléments de dysfonctionnement ou autres. Et ça n'existe pas. Donc ça n'existe pas par la puissance publique. Ce qui fait que c'est les journalistes qui s'en emparent, ce qui est une très bonne chose. C'est les associations qui sont porteuses. Donc je trouve qu'il y a une vraie question qui est posée dans votre topo, et moi qui me va au cœur, c'est qui contrôle les principes et les outils de la régulation. Et comme ça, on peut aller très loin. Hein, c'est un phénomène de poupée russe, et qui contrôle qui contrôle qui. Voilà, donc je trouve que c'est une belle ouverture au débat d'aujourd'hui. Je vous en remercie. Dominique Touvenin, donc je suis professeur émérite de droit privé, donc personne n'est parfait. Moi aussi, je suis professeur de droit. En 2 mots, quand Marc Rodwin a commencé, est venu en France, hein, c'était en 1999, c'est comme ça que nous sommes rencontrés, il a été extrêmement surpris de l'accueil qui lui était fait. En gros, ce qu'on lui disait, Marc, tu me contrediras, que tout ça, c'était des questions d'Américains. Hein, bon, voilà. Et moi, au contraire, ça m'a beaucoup intéressée, donc je me suis mis à travailler avec lui. Alors, je voulais simplement dire quelques points. La France a une particularité, c'est l'agrégation en une même personne de rôles différenciés. Alors, il y a un professeur qui est un spécialiste de sciences politiques, qui est maintenant à la retraite, qui est Yves Mény, qui a beaucoup travaillé sur ces questions. Et c'est dommage que vous ayez écarté la question politique, parce que tout de même, il faudrait revenir à l'organisation de la recherche en France. Ce n'est pas propre à la France. Il faut faire une analyse européenne et ensuite comparer avec les États-Unis. Et ce qu'on cherche, nous, à travailler au travers des lois, je vous rappelle que les lois sont le produit du politique, donc ce sont toujours des choix de société à un moment donné, c'est au fond, dans la mesure du possible, au moins, d'identifier les positions d'acteurs et de cesser de faire ce qu'on a fait quand même pendant de très nombreuses années, qui continue d'ailleurs, mais qui est beaucoup moins présent, et qui consiste à utiliser les différentes positions qu'on occupe dans des lieux différents pour précisément s'appuyer sur chacune et avoir un peu plus de pouvoir. Donc, de ce point de vue-là, ça a amélioré les choses. Alors maintenant, une loi, des textes, ça a vocation à être appliqué. Ça ne s'applique pas de manière magique. Ce sont les acteurs qui les font vivre. Donc, les acteurs ne bougent pas, ne font rien, ne disent rien, il ne se passe rien. Donc ça implique toujours de se poser la question de savoir comment effectivement ces questions sont appliquées. Alors par rapport à ce que vous venez de dire, il y a la Cour des comptes qui a rendu un rapport absolument remarquable le 23 mars, donc lisez-le, et qui effectivement critique beaucoup cette base, à propos de laquelle il dit que elle est difficilement exploitable. Moi, je suis allée mettre le nez dedans pour essayer d'y comprendre, voir quelque chose. C'est pas le cas. Donc on a quand même maintenant des outils. Il y a des aspects sans doute un peu, entre guillemets, magiques qui consisteraient à penser que, d'une part, du moment qu'on déclare ces liens d'intérêt, la messe est dite, et que d'autre part, il y a un autre grief que l'on peut faire, qui est d'imaginer que les liens d'intérêt sont équivalents aux conflits d'intérêt. Non. Et donc ça pose la question dans les différentes instances de savoir quel est l'organe, hein, qui va identifier que, à partir du moment où un tel déclare des liens d'intérêt, on peut ou non, dans tel cas précis, dire que ce sont des conflits. Et je pense tout de même que, même si c'est, comment dirais-je, critiquable parce que c'est finalement pas encore rentré dans les mœurs, au moins, de mon point de vue, ça a le mérite d'identifier les différentes positions d'acteurs. Et dernier point, je m'arrêterai là, il faut aller au-delà et faire véritablement une analyse extrêmement fine des modes de financement actuels de la recherche, parce qu'on met les chercheurs dans des positions de conflit d'intérêts. Et je dirais même pire, on considère que le fait d'être en capacité d'obtenir des fonds privés, qui de mon point de vue ne sont pas du tout le diable, comme un indicateur de la qualité intrinsèque du travail des chercheurs. Donc on ne peut pas être d'un côté en train d'inciter à cette voie,
Et puis de l'autre côté, le reprocher. Donc c'est bien d'essayer, au moins, nous on essaye de faire ça dans notre travail d'analyse, de repérer les positions d'acteurs et de voir ce que ça entraîne. Merci. Allez-y. Merci. Bonjour, je m'appelle Nathalie Rocher, je suis chercheure à l'INSERM et je voulais remercier les intervenants parce que c'est un problème extrêmement complexe, comme tu disais, Léo. Et la dernière question aussi m'a beaucoup intéressée. Enfin, tout mis ensemble, je trouve que c'est aussi tout ce qu'on a dit là sur les conflits d'intérêts vis-à-vis d'un chercheur et de l'extérieur, peut-être transposer toutes les phrases que vous avez prononcées. On peut les transposer, et c'est ce que vous avez dit, madame, en dernier, dans l'intimité du chercheur et dans son individu même, en son sein, il a 2 maîtres et il est complètement en conflit avec lui-même à l'heure actuelle et de plus en plus avec ce mode de fonctionnement et de financement de la recherche. Il a un maître qui lui dit « tu dois améliorer la connaissance » et un autre maître qui lui dit en même temps « oui, mais si tu ne réponds pas à l'hypothèse, si tu ne vas pas dans le sens de l'hypothèse que tu as posée, tu n'auras plus de financement, tu n'auras pas d'article et tu n'auras plus d'argent pour faire ta recherche. » Et nous sommes tout le temps, finalement, en ce moment, en conflit d'intérêts avec nous-mêmes. Et comment gérer ce lien d'intérêt qui nous lie nous-mêmes à nous-mêmes. Et ça, c'est une question, je pense, qui est peut-être à l'origine de toutes les questions qui viennent ensuite. C'est ce conflit interne des chercheurs qui s'aggrave en ce moment avec les modifications institutionnelles que l'on est en train de vivre. Donc, ce n'est pas vraiment une question, mais c'était pour ajouter à ce qui vient d'être dit. Merci. Oui, bonjour, Virginie Pirard de l'Institut Pasteur à Cellule Éthique. J'avais une question justement sur le financement de la recherche lorsque cela provient d'industries de l'addiction, comme on en a évoqué un exemple ici avec la Française des Jeux. Ça pose quand même un problème vraiment important, au-delà de la liberté qui est donnée aux chercheurs de publier l'entièreté de ces résultats et pas uniquement ceux qui vont dans le sens que souhaiterait l'entreprise qui le finance et qui mène par ailleurs des activités conduisant à l'addiction. Mais en fait, on a montré, et il y a tout un pan de la littérature sur les addiction studies, qui ont montré qu'en finançant des travaux sur l'addiction, que ce soit au tabac ou à l'alcool, ces entreprises spécialisées dans l'addiction, en fait, se font une virginité et qu'elles travaillent donc sur leur flanc de responsabilité sociétale des entreprises. Donc même si on a une grande liberté qui est laissée aux chercheurs, on peut quand même se demander s'il est légitime et éthique d'encourager finalement une entreprise de blanchissement, entre guillemets, de l'image de l'entreprise. Ça, je trouve que ça pose vraiment des vraies questions. Et il est certain, me semble-t-il, que les chercheurs ne devraient pas être laissés seuls face à cet enjeu, que c'est une question bien trop lourde de pouvoir et d'inégalité que pour les laisser seuls face à ça. Il faut vraiment des positionnements institutionnels et structurels. Voilà. Effectivement, c'est une question qui était dans le cadre de la réflexion qu'on a eue au sein du comité d'éthique. Cette question était centrale, hein, tout à fait. Paul Atlan, je suis gynécologue obstétricien et je suis créateur et responsable de la consultation éthique et religion depuis 20 ans à l'assistance publique hôpitaux de Paris, en particulier l'hôpital Antoine Becler. Et en vous entendant, je venais 2-3 réflexions. Premièrement, il y a un juriste, il y a Léo Coutelec qui fait partie de l'espace éthique, et je me dis quelle est la définition vraiment de l'éthique. Et deuxième réflexion, existe-t-il une éthique universelle ? Il me semble, et je m'adresse au juriste Marc Rodwin, c'est que l'éthique, c'est comme le droit. C'est le reflet, mais pas seulement, c'est le reflet d'une société donnée et dans un moment historique donné. Deuxièmement, l'éthique, c'est ma définition, évidemment que chacun peut avoir une autre définition, c'est le point de rencontre entre la responsabilité, et je rejoins Léo Coutelec, et la limite de l'action, et les limites de l'action, c'est vous, Marc Rodwin, c'est-à-dire le droit. Le droit qui n'est pas le même dans chaque pays. Et je suis, comme Hubert Doucet, le Canadien, c'est-à-dire je crois qu'il n'y a pas d'éthique universelle. Mais je reprends juste les 4 points de Léo Coutelec tout à l'heure qui m'ont beaucoup plu. C'est premièrement déontologique, c'est le droit d'une profession. Éthique, alors éthique, là c'est un peu plus central,
c'est si c'est le point de rencontre entre la responsabilité et les limites de l'action, et aussi, et c'est ce qui a été évoqué, c'est la personnalité de l'éthicien, la personnalité du juriste. Or, je voudrais juste un petit point apporter dans tout ce que je viens d'entendre qui m'a beaucoup plu, c'est justement la personnalité du chercheur. La personnalité du chercheur, il ne faut pas oublier aussi qu'il a des convictions religieuses peut-être, et que ces convictions religieuses vont aussi interférer avec sa recherche. Par exemple, un chercheur au niveau de la trisomie 21, s'il a des convictions catholiques profondes, ça va interférer. D'ailleurs, juste une petite anecdote, Ronald Reagan, en 1980, il y a eu un attentat contre lui, et dans l'ambulance qu'il amenait à l'hôpital à Washington, il demande au SAMU du coin, il lui dit « Est-ce que le chirurgien de garde vote républicain ?» Donc, je voudrais juste terminer. Exactement. Donc je termine et je dis que je ne voulais surtout pas qu'on oublie aussi cette perspective. Merci. Jean-Paul Desmarais, docteur en droit à Saint-Étienne. La question de l'argent, c'est la plus visible, c'est la plus évidente et c'est celle sur qui tout le monde se focalise. Mais il y a les connivences, les réseaux, l'obtention de la Légion d'honneur, les conflits avec la direction, etc., qui créent des conflits parce que tout le monde a des liens d'intérêt. Je ne connais personne qui n'ait pas de lien d'intérêt. Vous avez parlé de chercheurs hors sol. Je ne connais pas de chercheurs hors sol. Mais néanmoins, tout ça, c'est occulté par la focalisation sur l'argent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on utilise le mot chercheur depuis toute cette intervention. Je trouve que le mot chercheur, dans un certain nombre de circonstances, n'est pas adéquat parce que dans la recherche clinique, la plupart des médecins hospitaliers qui participent à des essais cliniques pour l'industrie ne sont pas des chercheurs, mais des développeurs. Ce qu'ils font, c'est de collecter des données dans des cahiers. Ce sont des agents publics, pour la plupart, qui touchent un traitement de l'État avec un temps plein à respecter, mais qui font des petits ménages à côté, c'est-à-dire quelques activités de développement clinique, même si la loi appelle ça recherche biomédicale, c'est du développement clinique, qui se bornent à cocher des cases dans un certain nombre de circonstances, pour lesquelles ils perçoivent un honoraire de l'industrie. Alors, comment peut-on, quand on parle de conflit d'intérêts, occulter le fait que des agents publics vont percevoir des honoraires pour impliquer les malades qui viennent les voir dans des cahiers d'observation dont les résultats seront analysés par l'industriel, publiés par l'industriel, éventuellement avec leur nom. C'est ce qu'on appelle les ghost authors ou les fantômes dans un certain nombre de publications. Donc à partir du moment où on n'aura pas résolu cette question-là, tout le reste n'est qu'un discours. Merci. Alors pour respecter l'heure, je vais donner la parole à Marc et à Léo pour conclure et puis on fera notre pause. Est-ce que ça vous inspire ? Oui, quelques petits points. D'abord, l'argent, ça existe, ça va continuer à exister. Alors il faut gérer ces questions et en termes courts. On a le mot, je pense, aveuglement, blinding, comment on dit, double blind. Alors, c'est pas seulement que l'argent vient de l'industrie, mais comment et ce qu'il contrôle. Alors, si c'est un impôt sur un industriel et qu'ils n'ont pas le choix s'ils paient ou non, il n'y a pas cette dépendance, ou au moins, s'il dit on vous donne une bourse, et on choisit à qui on donne une bourse, ils ont beaucoup plus de pouvoir. Je veux dire l'opposition, mon opinion. Maintenant, le FDA reçoit des ressources de l'industrie pour l'évaluation de les dossiers. Et beaucoup de critiques pensent que ça change et que le FDA pense que l'industrie, c'est leur client. Je ne suis pas sûr. J'ai demandé à Sidney Wolf la semaine dernière dans une audience publique
si on a changé cette loi, est-ce qu'il n'y aura pas des problèmes encore? Il disait oui, ça fait 30 ans, 40 ans qu'on a encore des problèmes. Mais il y a des façons de pas blanchir, mais blinding l'argent. Deuxième question, l'État, ce n'est pas tout à fait neutre. Il y a des politiques de l'État, il reçoit des ressources dans les campagnes électorales, le Congrès. Et si j'ai compris, on peut parler de l'État comme neutre. Ça, c'est vrai. Mais on doit commencer quelque part et quand même, il y a un peu de possibilités qui réagissent d'une manière différente que si c'est l'acteur concerné direct. Et troisièmement, non, j'arrête là pour l'instant. Je vous laisse. Non, mais simplement, je voulais rajouter une chose. C'est bien évidemment, quand on parle d'enjeux éthiques, épistémologiques ou politiques, c'est pas pour remplacer l'aspect déontologique ou juridique. Hein. Bien évidemment, c'est des dimensions qui doivent être complémentaires et c'est simplement la seule petite chose que j'ai voulu apporter, c'est que parfois on a tendance, parce que c'est peut-être le plus simple, à trop centrer la réflexion sur l'aspect déontologique, alors que derrière, ça suscite, comme on l'a vu d'ailleurs dans les réactions, en fait, une interférence très étroite avec des enjeux qui sont d'ordre éthique, donc sur les valeurs et les finalités, hein, voilà, qui sont d'ordre épistémologique sur la façon dont on produit des connaissances, et qui sont d'ordre politique sur la façon dont on organise finalement la production de ces connaissances et leur circulation, leur application dans la société. Voilà, donc on voit que finalement la question des conflits d'intérêts, elle est quand même compliquée. Elle est compliquée et elle est difficilement réglable, je pense, simplement techniquement. Par contre, il y a quand même, et je finirai là-dessus, une divergence quand même, j'allais dire, d'interprétation sur ce que l'on appelle des intérêts. Et ça, je pense que c'est peut-être le préalable. Il y a soit on conçoit l'intérêt finalement comme une chose, enfin, avec une essence, quelque chose qui, par exemple, de l'argent, on a intérêt à avoir de l'argent, on a intérêt à avoir de la reconnaissance, on a intérêt à avoir du pouvoir, donc quelque chose de substantiel. Soit on reconnaît l'intérêt comme quelque chose de plus existentiel, relationnel, comme un processus. C'est ce qui nous fait nous mouvoir, ce qui nous fait nous avancer. Et donc là, on est plus dans le registre des valeurs, des finalités. Moi, j'ai intérêt à ce que la société soit juste, soit soutenable, etc. Et dans ce cas-là, si on parle de conflit d'intérêts, nous sommes en permanence dans des conflits d'intérêts. Voilà. Et donc, je pense que c'est en fait... Et les deux ne sont pas complètement séparés. Ils sont très, très liés. Et c'est ça, la difficulté. J'ai écrit ce livre sur les conflits d'intérêts dans France, Japon et les États-Unis. Et souvent, les gens parlaient d'éthique, mais ce que j'ai appris dans ce livre, c'est qu'il y a des questions d'institution. Alors, on voit les mêmes entreprises pharmaceutiques qui font leur marketing dans les 3 pays, dans 3 systèmes de règles. Et je pense, c'est pas que l'éthique n'est pas important, mais en regardant les institutions, on peut trouver comparer les façons de gérer ces problèmes qui est important. Alors, par contre, en Japon, on a l'autoprescription pour le médicament, les médecins le vendent. On n'y a pas certain. Par une autre chose, on apprend, c'est que il y a moins de rôle pour les sociétés savantes, le Japan Medical Association sur l'éthique des médecines. Par contre, il y a le droit de concurrence qui interdisent beaucoup des choses qui sont permises en France et aux États-Unis. Alors, il y a plusieurs solutions, il n'y a pas une. Il y a souvent, quand on regarde un pays seulement, on pense que on fait une analyse de problèmes et on trouve ça simple. Et on voit souvent les mêmes problèmes reparaître dans un autre pays sous une forme un peu modifiée. Par exemple, dernier exemple, Arnold Wellman, le rédacteur en chef de New England Journal of Medicine dans les années 68, qui était très connu, écrivait sur les conflits d'intérêts.
Et il pensait que c'était tout un problème de for-profit medicine. Et il a fait l'introduction de mon premier livre. J'ai une dette à lui et je pense son analyse est très forte. Mais j'ai appris en Japon que il n'y a pas des for-profit hospitals. C'est ou très peu, moins qu'1%. C'est les médecins qui sont les partenaires, les propriétaires des hôpitaux, mais ils ont les mêmes problèmes. Alors sans solution, ça marche. C'était pas une solution parfaite en Japon parce qu'on a découvert le même problème. Alors peut-être il y a d'autres solutions et je suis pas quelqu'un qui trouve que les systèmes économiques aux États-Unis c'est le meilleur. Non, pas du tout. Peut-être, mais seulement par penser que si tout est au public ou si tout est sous le contrôle de l'ordre des médecins ou le contrôle des médecins et pas les industriels, les problèmes vont disparaître. Je ne crois pas ça plus. Merci Marc. Évidemment, on a ouvert la discussion. Je vous renvoie à plusieurs notes du comité d'éthique pour ce qui concerne ces questions de gestion des conflits d'intérêts au sein même des organismes de recherche, tout particulièrement à l'INSERM. C'est à différents niveaux. Vous pouvez lire la note Marthe Gauthier parce qu'elle renvoie à un type de conflit d'intérêts qu'on a peu évoqué, mais qui est la place des auteurs dans une publication. On a parlé des ghost authors, ou est-ce que vraiment quelqu'un est un chercheur ou un collecteur d'informations. Donc là, on peut renvoyer à la note Marc Gauthier par rapport à la contribution à un travail scientifique. Je vous renvoie aussi à une évolution de la réflexion au sein même du comité d'éthique, puisque à une époque où Jean-Paul faisait partie du comité d'éthique de l'INSERM, on a eu à se prononcer sur l'implication de l'industrie du tabac dans le financement de certaines bourses pour travailler sur l'addiction à la nicotine. Et dans un premier temps, on a été relativement balancé sur la possibilité, sous réserve d'une indépendance entre le financeur et le crédit, à s'ouvrir à l'industrie du tabac. Et puis, plus récemment, dans une nouvelle réflexion du comité d'éthique, on a dit non, c'est effectivement une forme pour l'industrie du tabac de se blanchir de son problème de santé publique, et un organisme de recherche comme l'INSERM, qui est impliqué dans l'amélioration de la santé publique, ne peut pas recevoir un financement d'une industrie qui fait tout pour lutter contre la santé publique. Et d'une certaine façon, c'est une forme de publicité déguisée ou de blanchiment déguisé des responsabilités. Donc on a, nous aussi, une évolution de nos réflexions qui peut être aussi éventuellement balancée par des contraintes économiques. Et puis on a cette dernière note sur le financement par l'industrie du jeu, de recherche sur l'addiction au jeu, dans lequel clairement on a créé des caissons étanches entre la possibilité à un moment pour un industriel de donner de l'argent à la recherche. Et effectivement, on a dit que ça serait encore mieux s'il y avait une taxe prélevée sur les jeux d'argent qui, via l'État, finance directement la recherche sur les jeux d'argent, mais un caisson étanche entre l'argent qui vient de l'industriel et la recherche qui sera faite, qui doit être une recherche indépendante et sur lequel l'industriel ne doit avoir aucun droit de regard. Il ne doit pas dire je finance telle équipe ou je ne finance pas telle équipe. Donc voilà, je vous renvoie à quelques notes qui sont, comme toutes les notes de l'INSERM, ouvertes à la critique. Il y a toujours la possibilité de nous écrire, la possibilité de commenter, la possibilité de critiquer. Et comme on l'a vu aujourd'hui, l'éthique, c'est une réflexion ouverte et on trouve à certains moments, par étapes, des consensus sur lesquels on travaille, mais qui peuvent être à chaque instant remis en question. Ce qui n'est pas remis en question, c'est la pause café tout de suite. Merci.